Quand on regarde un match, on est à fond, hein. On pense aux joueurs, à la tactique, à l'émotion. Mais en fait, dans les coulisses, il y a un tout autre jeu qui se joue. Un jeu de lois, de contrats, de gros sous et de pouvoir. C'est cet univers juridique, souvent invisible, qu'on va décortiquer ensemble. Un système hyper complexe qui, en réalité, organise tout le spectacle du début à la fin. Alors, au programme aujourd'hui, on va grimper ensemble cette fameuse pyramide du pouvoir sportif. On va commencer tout en bas. Qu'est-ce que le droit du sport, au juste? Ensuite, on verra la relation entre l'athlète et le club. Puis, on montera d'un cran avec les règles nationales et les fédérations. On atteindra le sommet avec l'ordre sportif mondial, avant de découvrir qui est l'arbitre final dans tout ça, la Cour suprême du sport. Et on verra pourquoi tout ça, en fait, un monde vraiment à part. Allez, on attaque. Première étape, qu'est-ce que le droit du sport? Et ça commence par une question qui a l'air toute bête. C'est quoi le sport d'un point de vue légal? Eh bien, détrompez-vous, parce que cette simple définition, elle a des conséquences énormes. C'est ce qui va déterminer, par exemple, qui est responsable s'il y a un accident, ou si un athlète a le droit à un contrat de travail en bonne et due forme. Les enjeux financiers et humains sont juste colossaux. Alors, quel est le point commun entre le parapente, le foot professionnel et les Jeux Olympiques? À première vue, on pourrait dire pas grand-chose. Et pourtant, ils sont tous régis par le même système de règles, un cadre juridique à la fois super complexe et la plupart du temps invisible. Eh bien voilà, c'est exactement ça, le droit du sport. Ce fameux droit du sport, en fait, c'est un domaine juridique à part entière. Il touche à tout. Des contrats des joueurs, aux droits télé qui valent des milliards, jusqu'à la question de savoir qui paye si un athlète se blesse gravement. Mais attention, il ne faut pas imaginer un gros livre qui s'appellerait le Code du sport. Non, c'est plutôt un mix. Un mélange de droit du travail, de droit des affaires, de droit de la responsabilité, bref, un ensemble de règles piochées un peu partout et adaptées à la sauce sportive. Et pour vous donner une idée de comment la justice essaye de définir ce qu'est le sport, regardez cette citation de la Cour de cassation française. Le sport est caractérisé par le triptyque ludique, physique et émotionnel. C'est super intéressant parce que ça vient d'une vraie affaire. Une histoire de parapente, le juge a dû se demander si c'était bien un sport. Et sa conclusion, c'était que oui, parce que ça demande des ressources, je cite, corporelles, psychologiques, affectives et émotionnelles. On voit bien que la définition est loin d'être juste une question de muscles. Bon, maintenant que le décor est planté, on peut commencer à grimper notre pyramide. On part de la base, du socle, de la relation la plus essentielle dans tout ce système, celle qu'il y a en athlète à son club. Et là, on touche à un point absolument crucial, la distinction juridique entre un amateur et un professionnel. Attention, ce n'est pas juste une question de talent ou de niveau de jeu. Non, pour la loi, c'est la différence entre un loisir et un vrai métier. Et ça change tout. Un pro, il signe un contrat de travail, il cotise pour sa retraite, il a une couverture sociale. L'amateur, lui, n'a rien de tout ça. C'est une frontière légale qui a des conséquences très concrètes sur la vie des sportifs. On continue notre ascension. Juste au-dessus des clubs, on trouve les étages intermédiaires, les fédérations nationales. Prenez la FFF, la Fédération française de football par exemple, c'est elle, l'intermédiaire, le pont entre les milliers de petits clubs amateurs et le niveau international. C'est vraiment une structure en pyramide, très hiérarchique. Les règles du jeu, le calendrier des compétitions, les sanctions en cas de problème, tout est décidé en haut et ça redescend étage par étage jusqu'au plus petit club de village. Une fédération nationale, elle obéit aux directives de sa fédération internationale. La FFF obéit à la FIFA, par exemple, qui elle-même doit composer avec le grand patron, le Comité international olympique. Et bien sûr, l'État a son mot à dire dans tout ça, mais pas de la même manière partout. En gros, il y a deux grandes écoles. D'un côté, vous avez le modèle libéral, qu'on trouve souvent dans les pays anglo-saxons. Là, l'État donne un peu d'argent, mais pour le reste, il dit au monde du sport, débrouillez-vous. De l'autre côté, il y a le modèle interventionniste, comme en France. Ici, le sport est considéré presque comme un service public. L'État s'implique, il fixe les règles du jeu, il travaille main dans la main avec les fédérations. Deux visions totalement différentes. Ça y est, on arrive au sommet de la pyramide. C'est là que ça se passe. C'est ici que l'on trouve les vrais maîtres du jeu. Les grandes organisations qui font la loi pour le sport dans le monde entier. Et qui sont-ils, ces titans? On parle bien sûr du Comité international olympique, le CIO, des fédérations internationales comme la FIFA ou l'UEFA, ou encore de l'Agence mondiale antidopage. Le truc qui est fou avec ces organisations, c'est que ce ne sont pas des États. Ce sont des organisations privées, non gouvernementales, mais avec un pouvoir absolument démentiel. Elles fixent les règles, brassent des milliards et peuvent décider de bannir un athlète à vie ou même un pays entier de toute compétition. Et vous avez remarqué un détail, la quasi-totalité de ces géants ont leur siège en Suisse. Coïncidence? Pas du tout. C'est un choix très stratégique.
Pourquoi la Suisse? Parce que la loi suisse sur les associations est d'une souplesse incroyable. Ça leur donne une autonomie énorme avec très peu de contrôle. C'est en quelque sorte un véritable paradis juridique qui leur permet de s'autogérer en toute tranquillité. Toute cette autonomie a carrément donné naissance à un concept juridique fascinant, la lex sportiva, littéralement la loi du sport. C'est quoi ce truc? Imaginez un système de loi mondial, rien que pour le sport, qui fonctionne à côté des lois des pays. Un ordre juridique privé, transnational, créé par le monde du sport pour le monde du sport. C'est assez unique en son genre. Et ce n'est pas juste une théorie de juriste, hein. L'idée est tellement ancrée que le propre tribunal du sport l'a dit noir sur blanc. Regardez cette citation du tribunal arbitral du sport. Il est important de pouvoir recourir à des normes transcendant tel ou tel système étatique particulier. En clair, ils disent eux-mêmes qu'ils ont besoin de leurs propres règles, au-dessus des lois nationales, pour que le système mondial du sport puisse fonctionner correctement. D'accord, c'est bien beau d'avoir ses propres règles, mais qui siffle la fin de la partie en cas de désaccord? Que se passe-t-il si un athlète n'est pas d'accord avec une sanction? Qui est l'arbitre ultime dans ce monde à part? Eh bien, cet arbitre, c'est le tribunal arbitral du sport, plus connu sous le nom de TAS. Basé à Lausanne, encore en Suisse, tiens donc, c'est tout simplement la Cour suprême du sport mondial. L'idée d'avoir un tribunal spécial, c'est d'obtenir des décisions rapides, rendues par des experts du sport, et surtout qui soient les mêmes pour tout le monde, que le litige vienne de France, des États-Unis ou du Japon. Et quasiment tout le monde du sport reconnaît son autorité. Mais alors, comment on peut être sûr que tout le monde va jouer le jeu et respecter la décision? C'est tout simple et c'est très malin. Quand un athlète signe sa licence ou quand un club rejoint une fédération, il y a une petite ligne dans le contrat, une clause d'arbitrage. En signant, il accepte à l'avance que tout futur problème sera réglé par le TAS. C'est comme Koshini-Kaz, j'accepte les conditions. Du coup, quand la décision tombe, elle est finale et obligatoire pour tout le monde. Pas le choix. Et une fois que le TAS a parlé, on peut dire que l'affaire est pliée. C'est le dernier mot. Alors techniquement, on peut faire un dernier recours devant la justice classique suisse, mais attention, uniquement pour des questions de procédure. Par exemple, si un arbitre n'était pas impartial. On ne peut absolument pas refaire le match et débattre du fond de l'affaire. C'est un système complètement verrouillé qui garantit que la règle du sport reste la règle du sport. Et ça renforce encore cette incroyable autonomie du système. Voilà, on a fait le tour complet de cette pyramide. Alors si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de ce voyage au cœur du droit du sport? Eh bien, pour faire simple, il faut retenir que le sport a littéralement créé son propre monde. Un monde qui a sa propre loi mondiale, cette fameuse lex sportiva, un monde avec une structure de pouvoir très claire, en pyramide, qui va du petit club du coin jusqu'aux grandes fédérations internationales, un monde où les États n'interviennent pas tous de la même façon, et surtout, un monde qui a sa propre Cour suprême, le TAS, pour avoir le dernier mot. C'est un système juridique privé quasi indépendant qui tourne à côté de celui des États. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question essentielle pour l'avenir. Le sport et l'argent sont de plus en plus liés. Les enjeux financiers sont devenus absolument gigantesques. Alors, ce monde à part, avec ses propres règles et ses propres juges, peut-il vraiment rester indépendant face à de telles pressions? La question reste ouverte.